Chapitre 23. Gobelins et moldus. 17 septembre, 28 octobre 2004. À la mi-septembre, une semaine après que Harry fut allé chez son oncle et sa tante, Ron passa les voir un soir et annonça d'un ton grave. « Je voulais vous mettre au courant. Le vieux Zonko est mort cet après-midi. » Harry et Ginny accueillirent l'information avec tristesse mais sans surprise. La presse avait fait part de l'hospitalisation du patriarche à Sainte-Mangouste quelques jours plus tôt. « J'ai rédigé une nécrologie pour la Gazette, » a dit Caron. « Je passerai voir la famille demain matin. »« Nous allons envoyer un mot, » répondit Harry. « Tu restes manger ?»« Non, je n'ai pas croisé Hermione depuis le début de la semaine avec toutes les réunions de la guilde. On s'était promis de dîner ensemble. »« Bonne soirée, » lui souhaita doucement sa sœur. « Merci, Jean. » Il salua Harry de la main et repartit. « Il a l'air fatigué, » s'inquiéta Ginny. « Il est consciencieux, » analysa Harry. « Je pense qu'avec le temps, il arrivera à déléguer davantage. »« C'est aussi une fatigue nerveuse, » assura Ginny. « Il a tellement peur de prendre une mauvaise décision. »« Il s'habituera, » affirma Harry. « Ne t'en fais pas pour lui, il est plus solide qu'il n'y paraît. Je me suis assez appuyé sur lui pour le savoir. » Le lundi suivant, Harry se rendit à l'enterrement d'Héraclès. Pour ne pas faire jaser, il s'était métamorphosé. Ron était là, bien sûr, en tant que maître de guilde, ainsi que George. Une centaine d'autres personnes avaient fait le déplacement. « Il devrait y avoir autant de monde que pour Whitehorn, » commenta George d'une voix dégoûtée. « Mais les gens auraient voulu qu'il rejette publiquement son fils. » Harry, au contraire, avait été touché par le soutien indéfectible que le vieil homme avait montré pour son cadet, tout en assumant les fautes de son enfant et faisant son possible pour réparer le mal causé. Évidemment, c'était moins spectaculaire que s'il avait maudit le fils indigne. De nouveaux arrivants attirèrent son attention. Mrs. Whitehorn était venue en compagnie de son fils Quentin. Ils restèrent légèrement en retrait, conscients que leur présence serait sujette à commentaires de la part de l'assistance. La cérémonie suivit son cours. Ron fit un discours dans lequel il racontait comment Héraclès avait bâti son magasin à partir de rien et rappelait qu'il avait aidé des familles de sang mêlés à s'installer chez les Moldus pendant la guerre. Il témoigna ensuite de son admiration pour l'homme et le sens de l'honneur dont il avait toujours fait preuve. Enfin, ils adressèrent leurs condoléances aux proches du défunt. Harry songea à Dorian qui avait appris la nouvelle dans son cachot à Azkaban. Quand ce fut le tour de Mrs. Whitehorn de saluer la famille endeuillée, Mrs. Zonko tendit spontanément les mains à l'autre veuve, et les deux femmes se tinrent ainsi un moment face à face, partageant une douleur identique. Ce fut avidement observé par l'assistance, et Harry estima que les deux familles faisaient preuve d'une dignité peu commune face aux épreuves qu'elles avaient traversées. Le dimanche d'après, lors du déjeuner au terrier, Bill fit savoir à Harry que Kingsley avait suivi ses conseils pour renouer avec les gobelins. « La semaine dernière, mes collègues et moi avons reçu une invitation pour une réunion au ministère. On nous a demandé ce que les sorciers pourraient proposer aux gobelins en échange d'une meilleure coopération bancaire entre nos deux peuples. »« Et ?» le pressa de continuer Harry. « On a dit tout ce qu'on connaissait de leur valeur et de leur psychologie, mais on ne sait pas ce qui va en sortir. »« Moi je sais, » intervint Hermione qui avait entendu le début de la conversation. « Ah oui ?» s'intéressa Bill. « On va leur restituer des objets qu'ils ont créés et qui sont en notre possession. »« Rendre aux gobelins ce qu'ils ont vendu à des sorciers ?» s'étonna Bill. « Comment comptes-tu convaincre les gens de renoncer à ce qu'ils ont acheté ? » « Je ne voudrais pas être celui qui annoncera à tante Muriel que son précieux diadème doit être retourné, » abonda Ron qui s'était rapproché. « Figurez-vous, » leur apprit Hermione, « qu'il y a régulièrement des familles qui s'éteignent sans héritier. Les défenseurs des valeurs sans pure l'ignorent, mais c'est bien grâce aux sorciers issus de Moldus que la population magique se maintient à son niveau, » en profita-t-elle pour ajouter. « Quel rapport ?» demanda Harry. « C'est le ministère qui récupère les biens en déshérence, »
expliqua Bill en souriant d'un air entendu. Il doit y avoir des pièces fabriquées par les gobelins dans le tas, c'est ça? Exactement. Le ministère va signer un décret qui rend le peuple gobelin bénéficiaire de tous les objets venant de chez eux et se retrouvant sans propriétaire attitré, développa Hermione. Une sorte de droit de suite sur tout ce qu'ils ont vendu et vendront à l'avenir. Pas bête, approuva Bill. Ils vont adorer. Il réfléchit un moment mais opposa. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé, parce qu'en attendant qu'un cas se présente, ils ne vont rien céder de leur côté. S'ils soumettent leur coopération à une première livraison, nous leur offrirons une petite avance, indiqua Hermione. Il y a eu pas mal d'objets confisqués au Mange-Mort juste après la guerre. Pour le moment, ils sont conservés au ministère et personne n'a pris le temps de s'en occuper. Nous sommes prêts à leur céder tout de suite tout ce qui vient de chez eux. D'ailleurs, je voulais t'en parler, Bill. On n'a jamais touché à ces objets parce que beaucoup sont ensorcelés et pas qu'avec de la magie blanche. Le ministère de la Magie va bientôt offrir des places de briseurs de sorts pour traiter tout cela. Ça t'intéresse? Et comment? Je signe où? Fais-moi parvenir une lettre de motivation avec tes références et je la mettrai en haut de la pile, promit Hermione. Quand pensez-vous commencer les négociations avec les gobelins? S'enquit Harry. D'ici une semaine ou deux, indiqua Hermione. Tu en feras partie? Demanda Harry. Non, répondit-elle d'un air dépité. Kingsley a affirmé que ma présence dans le comité de discussion serait inopportune. C'est à cause de notre cambriolage, expliqua-t-elle en grimaçant. Je ne suis pas en odeur de sainteté chez eux. Quand je vais chercher de l'argent dans mon coffre, c'est tout un cirque. Et c'est pareil pour Ron. Pour moi aussi, lui apprit Harry. Ils sont 3 dans le wagonnet pour m'accompagner. J'ai vraiment l'impression que vous ne vous rendez pas compte du bazar que vous avez mis là-bas lors de votre petite expédition, fit Bill d'une voix amusée. Ils ne t'ont pas fait de difficultés quand tu es retourné travailler après la guerre? S'inquiéta Hermione. Tous les sorciers ont été interrogés individuellement, mais ils m'ont repris comme les autres. Gripsec a peut-être parlé pour moi, de peur que, par mesure de rétorsion, je raconte son rôle dans votre intrusion. Tu l'avais hébergé et soigné quand même, s'indigna Ron. C'était la moindre des choses qu'il te couvre. Il n'a pas eu le prix qu'il avait demandé en échange de son aide, tempéra Harry. Il avait des raisons d'être en colère contre nous. On ne savait pas que l'épée était enchantée pour revenir à Poudlard sur l'appel d'un griffon d'or, opposa Ron. Par contre, lui, il nous a laissé tomber en cours de route. Harry n'a pas été très franc avec lui, rappela Hermione. Il n'a jamais eu l'intention de lui donner l'épée. Je l'aurais fait après l'avoir utilisée, se défendit Harry. En tout cas, nous on a eu ce qu'on voulait, et pas lui, insista Hermione. Je le reconnais, s'inclina Harry. Mais j'espère que tu ne crois pas que je lui aurais proposé l'épée si j'avais su qu'il ne pourrait pas la garder. Je sais que tu avais l'intention de la lui donner une fois que nous n'en aurions plus eu besoin, l'apaisa Hermione. Mais tout ça ne nous aide pas beaucoup dans nos pourparlers avec eux. Les semaines suivantes, les discussions se mirent en place. Comme prévu, les gobelins subordonnèrent toute avancée de leur part à une première remise conséquente d'objets ciselés par leur peuple. Le ministère de la Magie négocia pied à pied une série d'engagements de la part des banquiers avant de lâcher le moindre objet. Enfin, un épais document comportant de nombreuses clauses et qui mobilisa 3 juristes durant une semaine entière pour analyse fut signé par les 2 parties. Les sorciers promirent alors une première livraison dans le courant du mois de novembre. La candidature de Bill fut soumise au ministère et, après un entretien, le frère de Ginny fut retenu avec 2 autres briseurs de sorts pour examiner et désensorceler les artefacts confisqués à la suite de la guerre. Il donna sa démission au gobelin avec jubilation et commença son travail dans les sous-sols du ministère de la Magie durant le mois de novembre. À la mi-octobre, Neville et Anna, qui semblaient sortir ensemble depuis le mariage de Harry et Ginny, invitèrent ces derniers à passer la soirée avec eux. Harry s'apprêtait à quitter le QG pour les rejoindre quand une feuille volante, à laquelle était attachée une lettre, se posa sur son bureau. Cela venait de la volière,
dont les préposés fixaient les messages arrivés par la voie des airs sur une note de service pour les faire parvenir à leur destinataire. Harry déplia la missive et la déchiffra avant de pousser un soupir agacé. Ginny annulait sa venue du fait d'un entraînement supplémentaire. 3 bureaux plus loin, Owen lâcha un juron. « Un problème ?» demanda Harry. « Je devais sortir avec Héloïse, mais elle doit passer voir ses parents ce soir. Sa mère est malade. » La relation entre Owen et Héloïse, qui avait elle aussi commencé le jour du mariage de Harry, quelques 9 mois auparavant, était toujours d'actualité, et Harry avait l'impression que son ami était très épris. « C'est la soirée, » commenta Harry. « Ginny vient également de me poser un lapin. »« Tu es libre alors ? On va se prendre un verre ?» proposa Owen. « Désolé, mais on devait rejoindre des amis et ça tient toujours avec eux. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi ? Tu me plais moins que Ginny, mais tu feras l'affaire. » Owen fut sensible au compliment. « Ça marche, » accepta-t-il. « Il faut que je repasse à la maison pour me changer avant, » précisa Harry. « Pas la peine de faire des frais de toilette pour moi, » plaisanta Owen. « On sort côté Moldu, » expliqua Harry. « Il faut s'habiller en conséquence. » « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que vous allez faire chez les Moldus ? » « C'est le seul moyen pour moi de passer une soirée tranquille sans être obligé de changer de tête. C'est déroutant pour mes amis quand je me transforme. » « Parce que le monde moldu n'est pas déroutant, peut-être. »« Héloïse ne t'emmène jamais de l'autre côté ?» s'étonna Harry. « Sa famille est moldue, si mes souvenirs sont bons. »« Je ne les ai pas encore rencontrés. »« Et tu ne te balades jamais en dehors du monde sorcier ?» s'enquit Harry. « Pourquoi faire ? Et puis, je ne saurais pas comment me comporter. »« T'as qu'à apprendre, » décrita Harry. « Pour commencer, je vais t'habiller en moldu. Viens avec moi. Je vais bien trouver quelque chose à te prêter. » « Non, ne te dérange pas. On se verra un autre soir. Je ne veux pas m'incruster. »« Je rêve ou tu as la trouille ? » ?»« Tu rêves. Tu devrais te dépêcher. Tu vas être en retard. »« Owen, tu as dit que tu venais, alors tu viens. Tu me remercieras un jour. »« Je ne t'ai rien demandé. » »« Mais c'est ça, les amis. Ça veut ton bien sans que tu aies à demander quoi que ce soit. Ce n'est pas beau, l'amitié ? Laisse tomber, je te dis. » Harry ne voulut rien entendre et entraîna Owen vers les cheminées de l'atrium. Celui-ci, pour ne pas perdre la face, dut accepter de le suivre. Harry le fit monter à l'étage et l'entraîna dans la chambre qu'il partageait avec Ginny. Il ouvrit son placard et commença à sortir ses affaires moldues. « Tu es du genre à t'habiller sobre, toi. Un pantalon noir et un pull vert. Ça te va ?» Owen n'avait pas l'air de trouver que cela allait, mais il ne s'y connaissait pas suffisamment en la matière pour faire une contre-proposition. « Je prends, » soupira-t-il, « mais je sens que je vais le regretter. »« Mais non, tu seras très bien, » affirma Harry en enfilant son jeans sous sa robe de sorcier. Il la retira ensuite pour mettre à la place un polo et une veste. L'air résigné, Owen saisit le pantalon. « Comment tu fermes ce truc ?» grogna-t-il en bataillant avec les 2 pans au niveau de sa taille. « Ah, c'est une fermeture éclair. Tu prends la languette en métal et tu tires vers le haut. Fais attention à ne rien coincer dedans. »« Ils ne peuvent pas utiliser des boutons comme tout le monde, » bougonna Owen. « Quand on sait faire, ça va plus vite, » justifia Harry. « Tu as besoin d'aide pour mettre un pull ?»« Très drôle, » lança Owen en retirant sa robe. « Par contre, si tu racontes à qui que ce soit que je me suis retrouvée à moitié à poil dans ta chambre, je ressors la photo de ton mariage où Ginny m'embrasse et je l'affiche au QG. Il ne restera pas grand-chose de toi quand elle en aura fini avec ta carcasse, » le prévint charitablement Harry. « Je prendrai le risque, » fanfaronna Owen avant de plonger dans le lainage. « Regarde-toi dans la glace, tu es parfait, » jugea Harry. « Je n'aime pas les pantalons. »« Tu as tort, c'est bien plus confortable quand il fait froid, tu verras. Par contre, je n'ai qu'un seul manteau, et mon blouson sera trop léger pour ce soir. Ce n'est pas grave, je vais transformer ta cape. Personne ne la regardera de près. »« Je sens que je vais le regretter, » répéta Owen.
Alors qu'il redescendait l'escalier, Harry s'étonna. Mais enfin, comment tu faisais pour te rendre à King's Cross? On sortait par le chaudron baveur qui n'est pas trop loin, et je remettais ma robe de classe le plus vite possible une fois dans le train. Harry se demanda si tous les Serpentards en faisaient autant. Il aurait parié que oui, en critiquant la mode moldue pour faire bonne mesure. Ils traversèrent le hall et Harry ouvrit la porte qui débouchait sur la rue. Owen examina d'un œil réprobateur la petite place sur laquelle donnait le perron. Des personnes passèrent sur le trottoir devant eux sans leur prêter attention. Tant qu'on est encore dedans, personne ne peut nous voir, expliqua Harry à son ami. La maison est à cartable et protégée par un fidelitas. Tu es bien méfiant envers des moldus que tu es supposé apprécier, persifla Owen. J'ai hérité des protections avec la maison. Ça nous a bien servi du temps où les mange-morts étaient sur ma trace. Ils ont campé là pendant des mois quand je me suis réfugiée ici pendant l'année des ténèbres. Ils savaient qu'on était dans cette rue, mais n'ont jamais réussi à nous voir. Ils avaient transformé leurs vêtements pour passer inaperçus, s'enquit Owen. En fait, tu peux te promener dans Londres avec ta robe de sorcier sans créer d'émeute. Certains moldus s'accoutrent de façon bizarre, même selon leurs propres critères. Les habitants du quartier ont simplement dû les prendre pour des excentriques désagréables. Cela ne parut pas rendre le monde non magique plus acceptable pour Owen. On va être en retard si on n'y va pas maintenant, priva Harry. D'habitude, quand j'arrive à la bourre, c'est parce que Ginny met trop de temps à se pomponner. Mais je suppose que tu m'en voudras si je laisse entendre que tu as traîné en t'habillant. Owen ne releva même pas, se contentant de regarder prudemment autour de lui pendant que Harry l'entraînait vers la station de bus à proximité de la maison. Ils n'attendirent pas longtemps et se retrouvèrent rapidement perchés sur l'impériale. Ça secoue moins que dans le nôtre, reconnut Owen. Ils n'ont pas les mêmes capacités d'éviter les obstacles, expliqua Harry. Une demi-heure plus tard, ils poussaient la porte d'un bar à tapas à Leicester Square. Owen sembla agréablement surpris par l'ambiance décontractée de l'endroit. Neville et Anna étaient déjà arrivés. Ils leur firent signe et les deux aurores les rejoignirent. « Salut à vous. C'est une bonne idée de nous avoir amenés, Owen, » les accueillit chaleureusement le botaniste. « Ginny et Héloïse nous ont laissé tomber, » exposa Harry. Lui et son ami firent la bise à Anna. « Comment vous trouvez l'endroit » demanda-t-elle. « Ça a l'air sympa, » jugea Harry. « C'est toi qui l'as déniché ?»« Oui, je suis passé devant l'autre jour et je me suis dit qu'on pourrait essayer. »« C'est toujours mieux que le restaurant français de la semaine dernière, » commenta Neville. « Vous vous rendez compte ? On avait 3 fourchettes et 3 couteaux posés à côté de l'assiette et autant de verres. Je me suis sentie mal à l'aise toute la soirée tellement j'avais peur de faire un impair. »« Avoue que c'était bon, » protesta son ami. « C'était assez spécial et pas mauvais, » reconnut Neville. « Mais vu le prix, c'était la moindre des choses. »« Tu apprendras à apprécier, » lui promit, ou le menaça, Anna. « C'est italien ici ?» demanda Harry en regardant le décor. « Non, espagnol, » le renseigna la Poufsouffle. « À cette heure-ci, les boissons sont moins chères. On mangera ensuite. Que prenez-vous ?»« Je suppose qu'ils n'ont pas de bière au beurre, » avança Owen. « Je te conseille de goûter la sangria. » Le prit en main Anna. « Tu as l'air drôlement au courant, » s'étonna Owen. « Anna a l'intention d'ouvrir un pub ou un restaurant un jour, » lui expliqua Neville. « Alors on essaye toutes les sortes qui existent à Londres pour chercher des idées et tester ce qui pourrait être transposable chez nous. »« Quel genre t'attire le plus jusqu'à maintenant ?» demanda Harry. « Méditerranéen pour l'ambiance et les couleurs, français et italien pour la nourriture. Mais les bières incontestablement de chez nous, » énuméra la future tenancière. Ils commandèrent les boissons et Owen concéda que la sangria était une invention intéressante. « Comment va Héloïse ?» demanda Anna à l'amie de Harry. « Pas trop dur de travailler pour Ron et George ?» compléta Neville en souriant. « C'est sûr qu'il faut avoir les nerfs bien accrochés. Il y a régulièrement des objets qui lui explosent sous le nez et elle revient parfois avec les cheveux violets, les mains palmées ou une voix de baryton. Il y a 3 jours, c'est de cornes qu'elle a eu du mal à se débarrasser. » Les 3 autres éclatèrent de rire. « Dans quelques années, elle pourra écrire un livre. J'ai travaillé pour les frères Weasley. »« Je suis certain que cela fera un tabac, » proposa Neville. « Au fait,
Ce n'est pas trop difficile pour Ron de cumuler la boutique et son nouveau statut? Demanda Anna. Il a beaucoup de travail actuellement, reconnut Harry. Le problème est qu'ils n'ont pas réussi à trouver une personne supplémentaire pour le magasin, compléta Owen. Ils en ont essayé 3 à la suite, mais ils ont tous rendu leur tablier avant la fin de la semaine. Cela demande des mois d'entraînement pour repérer à l'avance tout ce qui peut te sauter dessus dans leur arrière-boutique, analysa Harry. Les premiers jours sont les plus difficiles. Mais ceux qui ont posé leur candidature n'aimaient pas les farces et attrapes, s'étonna Anna. Si, mais pas en être les victimes 9 heures par jour, expliqua Harry. C'est sûr que là, il faut avoir une solide capacité d'autodérision. Ce n'est pas donné à tout le monde, reconnut Neville. Ils espèrent réussir à trouver quelqu'un avant Noël, précisa Owen. Ils ont beaucoup de clients pour les fêtes, généralement. Harry retint un sourire en constatant que son ami en savait autant que lui sur le commerce de ses beaux-frères. Il jugea que cet intérêt était un bon signe pour Héloïse. Une serveuse va desservir leur table et leur proposer une nouvelle tournée. Son cache-cœur et son jeans moulant firent scier Owen. La mode est assez osée ici, vous ne trouvez pas? Demanda-t-il quand la jeune fille se fut éloignée. Elle est surtout plus inventive, jugea Anna. Je regrette que la nôtre soit aussi figée. Elle s'est un peu égayée avec la nouvelle tendance, la contredit Harry. Les conservateurs ont assez protesté que les nouvelles coupes étaient indécentes car elles moulaient trop le buste des femmes. On est encore loin de la mini-jupe, riposta Anna. C'est quoi la mini-jupe? Se renseigna Owen. La description le laissa rêveur. À son regard, il était clair qu'il était en train d'imaginer ses connaissances féminines court vêtues. Avec Ron comme maître de guilde, les artisans vont-ils encourager la nouveauté? Demanda Neville. Il espère pouvoir lancer des chantiers, mais là, il est encore en train de faire le ménage dans la situation dont il a hérité, expliqua Harry. Laissez-lui le temps, cela ne fait que 4 mois qu'il a été élu. En terminant leur boisson et en prenant leur repas ensuite, les 4 amis évoquèrent leur travail respectif. Anna s'initiait à la tenue d'un établissement en secondant son oncle qui possédait un restaurant sur le chemin de traverse. Neville avait désormais la responsabilité d'une dizaine de serres et pratiquait des échanges avec de nombreux botanistes étrangers pour enrichir sa collection de plantes. Harry et Owen racontèrent les anecdotes les plus croustillantes qu'ils avaient accumulées lors des enquêtes qu'ils avaient eu à mener. C'était triste cette histoire d'assassinat avec le fils Zonko, commenta Neville quand ils eurent terminé. On ne peut pas dire que la conclusion de cette affaire nous ait apporté une grande satisfaction, reconnut mélancoliquement Harry. Et toi, Owen, as-tu eu aussi des enquêtes difficiles? Demanda Anna. Il y a 6 mois, on a reçu la plainte d'une femme qui affirmait avoir été violée sous sortilège d'Imperium, dit sombrement Owen. Elle avait malheureusement trop attendu avant de venir nous voir, et on n'a pas pu appliquer un sortilège de détection de magie noire. Du coup, on n'avait aucun élément pour conforter son témoignage. Nous avons quand même porté l'affaire devant les juges, mais l'agresseur qu'elle avait désigné a su les convaincre qu'elle mentait et qu'il était incapable d'utiliser un tel sort. Je ne sais pas ce qui m'a mis le plus mal à l'aise. L'idée que nous ne pouvions pas toujours aider les victimes, ou de réaliser qu'il y a des affaires où nous-mêmes n'aurons jamais de certitude sur ce qu'il s'est réellement passé. Les autres témoignèrent de leur compréhension. Il y a des cas où un devin serait utile, songea Neville. Comme cette folle de Trelawney? Merci bien, rétorqua Owen. Je préfère rester avec mes doutes plutôt que de dépendre d'une dague pareille. Si la divination est toujours enseignée à Poudlard, c'est que c'est une forme de magie reconnue, protesta Anna. Il y a des voyants très compétents, affirma-t-elle d'un ton sans réplique. Aucun des 3 garçons n'osa s'inscrire en faux. Harry se demanda si Anna se faisait prédire l'avenir et ce qu'on avait bien pu lui annoncer. Ils passèrent à un autre sujet et, vers 11 heures du soir, finirent par se séparer. Alors, demanda Harry à Owen quand le taxi qui les avait déposés square Grimoire redémarra. Comment tu trouves le monde moldu? C'est moins bizarre que je ne le craignais. Je pense que je vais accepter de m'y rendre avec Héloïse la prochaine fois qu'elle me le demandera.
2 semaines plus tard, quand Harry rentra chez lui, l'elfe Miffy lui annonça: Madame Ginny est chez Madame Molly. Elle prie Monsieur Harry de l'y rejoindre. L'aurore reprit donc la cheminée pour se rendre chez les Weasley, se demandant s'il n'avait pas oublié une invitation. Il repassa dans sa tête tous les anniversaires de la famille, mais il lui sembla que personne n'était né ce jour-là. Quand il sortit de l'âtre, il vit Ginny, à moitié allongée sur le canapé, un magazine à la main. En voyant arriver son mari, elle sourit et sauta sur ses pieds. « Bonjour mon chéri, dit-elle avec entrain. « Tu as fini tôt, remarqua Harry après l'avoir embrassé. Elle lui prit la main et répondit. J'ai envie de me promener avec toi dans le jardin. J'ai le droit de dire bonjour à ta mère avant demanda Harry. Tu la verras en revenant. Allez, viens. Elle l'entraîna vers la porte en prenant sa cape au passage. Alors qu'il faisait quelques pas dans la cour, Harry commença à trouver l'attitude de sa femme très étrange. Il s'inquiéta. Il s'est passé quelque chose pendant l'entraînement aujourd'hui demanda-t-il. Je n'ai pas eu d'entraînement aujourd'hui. Tu es malade? Cela expliquait qu'elle se soit réfugiée chez sa mère. Pas exactement, répondit-elle avec un petit sourire. Son air ravi donna un indice déterminant à Harry. Tu es sûr? Je demande à Natacha de me tester tous les matins pour ne pas prendre de risques, et ce matin, elle m'a signé ma feuille d'interdiction de vol. Harry savait qu'il était supposé dire quelque chose, manifester sa joie ou la féliciter, mais il était incapable de prononcer un mot. Il sentit la main de Ginny sur son bras et elle s'écria. « Hé, tu ne vas pas tomber dans les pommes, hein ?» Il secoua la tête pour assurer qu'il allait très bien, mais se rendit compte qu'il était désormais assis par terre. « Ça va ?» s'inquiéta Ginny en s'agenouillant à ses côtés. « C'est moi qui suis supposée te demander ça, » remarqua Harry en tendant le bras pour la serrer contre lui. « À part que je meurs de faim depuis 3 jours, je ne me sens pas différente. Je suis juste folle de joie. »« Moi aussi, » lui assura-t-il. « J'ai seulement été un peu surpris. »« Petite nature, » se moqua-t-elle. « Heureusement que ce n'est pas toi qui vas accoucher. »« C'est pour ça que j'ai toujours voulu être un garçon, » affirma Harry avant de l'embrasser dans le cou. Le pop d'un transplanage leur fit lever les yeux. « Bonjour les jeunes, » fit Arthur Weasley. « Maintenant que vous êtes mariés, vous faites ce que vous voulez, mais je vous suggère de ne pas rester dehors. Le fond de l'air est frais ce soir. »« Bonjour papa. J'étais en train d'annoncer une bonne nouvelle à Harry et il s'est senti un peu faible. » Le visage débonnaire d'Arthur s'illumina. Il regarda son gendre et remarqua malicieusement. « J'étais plus résistant que lui. Il a fallu que Molly me dise qu'elle attendait des jumeaux pour que j'aie besoin d'une chaise. Félicitations les enfants. » Il aida Harry à se relever et les serra tous les deux dans ses bras. « Vous avez annoncé la nouvelle à Molly ?» demanda Arthur. « Oui, lui répondit Ginny. J'ai passé la journée ici. »« Bon, allons terminer cette discussion à l'intérieur, » proposa son père. « Je pense qu'on a une bouteille de champagne à ouvrir. » Après avoir fêté la bonne nouvelle en famille, Harry et Ginny rentrèrent chez eux. Une fois qu'ils furent au lit, Harry repoussa la couverture et écarta les pans du pyjama de sa femme pour regarder son ventre. Ce dernier n'avait pas changé, toujours aussi plat et musclé. « Le bébé n'est pas plus grand que l'ongle de mon petit doigt de pied, » lui rappela Ginny. « Il est quand même bien là, » rétorqua Harry en caressant la peau douce qu'il avait découverte. « Prêt à devenir papa ? Je ne me rends pas vraiment compte. J'ai du mal à m'imaginer m'en occuper comme le font Bill et George. Je pense que cela vient petit à petit. Eux non plus ne savaient pas comment s'y prendre avant que le bébé n'arrive. »« Et toi ?» demanda Harry. « Ce n'est pas trop dur d'abandonner le Quidditch du jour au lendemain ?»« Ça va me manquer, bien sûr, » concéda Ginny. « Mais je m'y prépare depuis que j'ai arrêté de prendre ma potion contraceptive. Je savais ce que cela signifiait, et j'en suis ravie. » Harry commença à se redresser pour reprendre sa place dans le lit, mais se ravisa. Il se pencha à nouveau sur le ventre de Ginny et l'embrassa avant de murmurer. « Bonne nuit, mon bébé. »